Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. On est très heureux d'approfondir le débat avec vous ce soir. Pendant une petite demi-heure, on va échanger un petit peu avec les intervenants. Je pense que la parole sera parmi-vous et vous pourrez poser vos questions à nos intervenants. Du coup, sur le principe plutôt questions courtes, réponses courtes, parce que tout le monde a envie de s'exprimer. Merci. Un texte poignant, très immersif, qui nous plonge au cœur du débat sur la fin de notre vie et de son cadre légal qui n'existe pas vraiment en France pour savoir si elle pourrait être libre et choisie. Et je crois que cette table ronde tombe à pic, et monsieur le député, vous nous en parlerez, car les débats parlementaires sur cette question reprennent demain. Donc c'est un hasard de calendrier en l'occurrence. Et c'est donc un texte qui résonne très très fort avec notre actualité immédiate. Ma première question est pour vous, Thomas Misraki. Vous êtes l'auteur de ce texte très, très direct. Qu'est-ce qui vous a inspiré son écriture? On sent que c'est quelque chose que vous avez vécu. Est-ce que c'est le cas ou pas? Oui, j'étais dans cet appartement, pas très loin d'ici d'ailleurs. Ce soir-là, je suis arrivé à 19h. Jacqueline Jacob était vivante, et quand je suis reparti à 23h, elle était morte. C'est un texte que j'ai pas écrit tout de suite, parce que je savais pas quoi faire avec ce qui m'était arrivé. Et puis, une des personnes qui est dans la salle ce soir, pour en témoigner, j'ai écrit ça en quelques semaines, et je lui ai montré le texte. Il m'a dit: c'est vraiment bien, tu devrais peut-être l'envoyer à un éditeur, parce que c'est fort. Et voilà, et ça s'est passé comme ça. Ça a été le hasard, ça a été une réaction à ce que j'avais vécu, ça a été aussi un hommage à cette femme, à ses convictions. Et voilà, je suis heureux que ce soit ces mots aient pris corps ce soir, que vous ayez pu les écouter, si certains d'entre vous les ont déjà lus. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre parce que je suis très ému. Et je crois que je vais m'arrêter là. Il y a des gens qui vont dire des choses plus intelligentes que moi ce soir, je pense. Merci beaucoup. On rentre évidemment dans le cœur du débat, et puis en effet ce hasard de calendrier tombe très bien. Olivier Falorni, vous avez porté un texte de loi, puis vous êtes en fait tous les trois des militants de la cause, chacun à votre manière. Vous avez porté un texte de loi, vous avez réussi à le faire voter en commission en 2017, et puis il a été sabordé par d'autres parlementaires en séance publique. À votre avis, pourquoi? Et où est-ce qu'on en est dans le débat parlementaire aujourd'hui en France sur cette question? D'abord, merci pour votre invitation, merci d'être venus si nombreux, et je veux remercier Thomas Misraki pour ce beau moment d'émotion que nous avons vécu. Je veux aussi remercier évidemment Rachida Rouakli et Guillaume de Tonquédec qui nous ont fait passer vraiment beaucoup d'émotions ce soir. Et Thomas, ça situe un peu, j'allais dire, le long chemin de cette loi sur la fin de vie. Était venu m'interroger il y a une dizaine d'années à La Rochelle, chez moi, sur la question de la fin de vie. J'étais un jeune député, à peine élu, et j'étais intervenu sur ce sujet-là à l'Assemblée nationale, et je me souviens encore de ce moment. 10 ans après, on est toujours là. Il y a 4 ans, jour pour jour, le 8 avril 2021, je montais à la tribune avec des milliers de feuilles qui symbolisaient... chaque feuille symbolisait un amendement, puisque ce jour-là, 5 députés avaient décidé de faire une obstruction parlementaire et pour empêcher les députés de pouvoir voter l'intégralité du texte que je défendais sur un droit à une aide active à mourir. Demain, effectivement, comme vous l'avez dit, le débat parlementaire va reprendre en commission d'abord, et ensuite, à partir du 12 mai, en séance à l'Assemblée nationale. Et j'espère que cette fois, nous pourrons aller jusqu'au bout. Je ne vais pas rentrer dans les détails du texte parce que je pense que nous n'en avons pas forcément le temps. Mais ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, évidemment, j'ai plus que jamais cette détermination à avancer pour cet ultime recours.
Et j'étais de ceux qui ont profondément regretté la séparation du texte, puisqu'il y avait un texte, désormais il y en a deux, un sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide active à mourir. Je suis le rapporteur général sur le texte autorisant l'aide active à mourir. Et je considère que cette séparation est artificielle, elle est malvenue, parce que, en ce qui concerne l'accompagnement de la fin de vie, j'estime qu'il y a une réponse primordiale. Ce sont les soins palliatifs qui répondent à une grande majorité de situations. Et puis il y a l'aide à mourir, qui est pour moi un ultime recours. Un recours quand les malades n'en peuvent plus, lorsqu'ils font le choix aussi de vouloir partir comme ils l'entendent, librement et sereinement. Voilà un peu le sens de ce que je porte en tant que législateur. Alors évidemment, dans ma fonction de rapporteur, dans ma fonction de député, je mets un cadre. Je sais qu'il y a une conception de pouvoir partir comme on l'entend, mais dans le cadre évidemment d'une loi que nous allons présenter, il y aura des conditions pour pouvoir accéder à ce droit, et notamment la dimension évidemment liée à l'état pathologique du malade, c'est-à-dire être atteint d'une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale, associée à des souffrances insupportables et associée aussi à une volonté libre, éclairée et réitérée. André Comte-Sponville, vous vous battez depuis longtemps maintenant pour l'évolution de ce droit qui semble pourtant acquis à l'opinion publique, puisque des sondages montrent que la plupart des Français y est favorable. J'aimerais vous faire réagir à quelque chose. Le président de la République s'est exprimé il y a quelques semaines en se disant favorable à une évolution du droit, et puis il s'est exprimé dans un entretien croisé entre deux journaux, Libération et La Croix. Qu'est-ce que cela dit ? Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a des opinions qui paraissent irréconciliables dans le pays ? Est-ce que le fait religieux joue encore un rôle très important sur cette question ? Oui, il joue un rôle important, je dirais légitimement important. Il ne s'agit pas d'euthanasier les croyants qui ne veulent pas être euthanasiés, il n'y a pas de problème. Mais la loi que nous voulons, c'est une loi de liberté. Il y a de soi que ça ne vaut que, pour ce qu'on appelle l'euthanasie volontaire, celle qui est expressément demandée par le patient. Au nom de quoi ? Au nom de la liberté. Si je suis maître de ma vie, je dois pouvoir l'être de ma mort. Non pas du tout qu'on choisisse la mort. Parfois, dans les débats que j'ai eus sur ce sujet, les adversaires de l'euthanasie me disent « Vous choisissez la mort, moi je choisis la vie. » Mais non. Personne ne peut choisir la mort. On mourra de toute façon. Ça, c'est pas un choix, c'est une nécessité. Tout ce qu'on peut choisir, c'est dans le livre d'ailleurs de Misraki, tout ce qu'on peut choisir, c'est non pas la mort, mais le moment de sa mort. Et ça, c'est une vraie liberté. En écoutant ce beau spectacle, je réalisais, il y a 53 ans, presque jour pour jour, je partais en Angleterre, accompagner ma petite amie qui était enceinte, qui avait décidé d'avorter. Est-ce qu'à 73 ans, si je tombe grave malade, je vais devoir partir en Suisse pour mourir? Maintenant, la liberté d'avorter, plus personne ne la conteste. Même l'Église catholique, qui a bien le droit d'être con d'un point de vue moral et théologique, mais a fini par accepter la loi, finalement. Ça fera pareil pour l'euthanasie. Donc on est sûr de gagner. Je voudrais bien qu'on ait gagné avant que je sois mort, difficilement. Parce que ce qui est le plus fort dans le texte, notre député a bien pointé le problème, c'est que cette femme, elle n'est pas en fin de vie. Elle a 77 ans, elle est en pleine santé. Son espérance de vie, là je pourrais interroger les assureurs, mais d'avoir une espérance de vie en gros de 12-15 ans. Elle n'est pas en fin de vie. Et donc, mais la loi que nous prépare notre député Falarni, je le remercie de se battre depuis si longtemps pour cette loi, mais ne sera pas une loi de liberté telle que la voudrait certains, mais telle que je la veux, moi. Alors des fois, on me dit, mais si tu veux mourir, tu n'as pas besoin de demander l'aide de ton médecin. Oui, d'accord. Mais enfin, que je sache, les armes ne sont pas inventés, les poisons ne sont pas inventés. Je ne sais pas comment cette femme a réussi à se procurer ce produit létal. Moi j'en ai pas chez moi.
Est-ce qu'il faut que je fasse comme Gilles Deleuze, immense philosophe, souffrant atrocement d'une insuffisance respiratoire, qui décide d'en finir? La seule façon qu'il a trouvé de mettre fin à ses jours, c'était de se jeter par la fenêtre du 5e étage où il habitait. Qui peut se souhaiter une mort pareille? Qui peut souhaiter à ses proches une mort pareille? Mais bon, j'habite au 5e étage, je pourrais jeter par la fenêtre en cas de gros pépins. Mais pourquoi plus que je le fasse? Je suis en pleine santé. J'aime la vie, je n'ai aucune raison de mourir. Imaginez qu'en sortant de ce théâtre, je sois atteint d'un AVC grave, que je me retrouve tétraplégique, incontinent, muet, que sais-je. Là, je pourrais avoir de bonnes raisons de mourir. Oui, mais je serai à l'hôpital, ou dans un EHPAD, comme Françoise Hardy à l'hôpital. Et comme elle dit, elle l'a dit dans le texte qu'on a vu, on l'empêche de mourir. Et donc, il faut bien réaliser que oui, tant qu'on est en bonne santé, on peut toujours se jeter par la fenêtre, se jeter sous un train. C'est très embêtant pour les voyageurs qui doivent avoir 3 heures de retard. Mais bon, on pourrait mourir. Mais tant qu'on est en bonne santé, on n'a pas vraiment de raison de mourir. Et la vérité, c'est que tous ici, enfin, 9 personnes sur 10 ici, mourront dans un EHPAD ou à l'hôpital. Alors là, on a de très bonnes raisons de vouloir mourir. Parce que je vais vous dire, essayez de vous suicider dans un hôpital ou un EHPAD, vous m'en direz des nouvelles. Autrement dit, ces lieux qui sont admirables pour les soins qui sont tribus, il faut saluer une nouvelle fois le dévouement des professionnels qui travaillent. Bien sûr, respecter la dignité, la liberté des gens qui y vivent. Mais enfin, ce sont des lieux, très souvent, qui sont des lieux de privation de liberté. Ça a été déclaré officiellement par il y a un personnage de République qui s'occupe de surveiller les lieux de privation de liberté, notamment les prisons, qui a demandé légitimement à pouvoir se saisir du dossier des EHPAD, parce que ce sont très souvent des lieux de privation de liberté. Quelqu'un qui est Alzheimer, on ne laisse pas sortir. Alors, on le protège pour son bien, oui, mais il n'y a plus de liberté. Et moi, quand j'étais membre du comité consultatif national d'éthique, on a reçu une lettre d'une femme mathématicienne dans un EHPAD qui voulait mourir, on empêchait bien sûr de mourir, et qui disait « Je suis une prisonnière politique ». Et donc, il faut se battre pour la liberté en fin de vie. Et c'est la loi que prépare M. Falorni, et je le remercie encore, mais à mon avis, il faudra aller plus loin. Parce que cette femme de 77 ans, est-ce qu'elle a le droit de mourir? Est-ce qu'elle refuse? C'est l'extrême vieillesse. Elle ne veut pas être gâteuse. Et à chaque fois qu'on va dans un EHPAD, comme beaucoup d'entre nous, on a tous passé des heures dans des EHPAD, voir nos proches, nos parents, nos grands-parents. À chaque fois que j'allais voir mon père qui était Alzheimer, ma belle-mère qui était Alzheimer aussi, je disais, mais plutôt mourir que ça. À la fin, la loi prévoit des cas. Mais j'ai envie de dire qu'il faut légiférer sur la fin de vie, sur les maladies incurables en phase terminale, mais attention, si votre médecin vous annonce que vous commencez une maladie d'Alzheimer, vous n'aurez pas le droit à bénéficier de la loi Falorni parce que vous n'êtes pas en phase terminale, même pas en phase avancée. Vous avez devant vous 5, 10, 15 ans d'espérance de vie. Et quand vous serez en phase terminale, vous ne serez plus maître de votre conscience, vous serez devenu débile. Et donc, comme la loi très légitimement demande que la demande de mort soit faite par quelqu'un qui dispose de sa volonté, de sa conscience, de son libre arbitre, vous ne pourrez plus la demander. Or, je vous signale, je vous rappelle qu'il y a chaque année en France, 225 000 nouveaux cas Alzheimer. 225 000 nouveaux cas Alzheimer chaque année en France. Voilà 225 000 personnes qui sont d'entrée de jeu exclues de la future loi que nous prépare M. Falorni. Or, moi, s'il y a un cas où j'ai vraiment envie qu'on m'aide à mourir, mon médecin puisse m'aider à mourir, c'est justement si je suis atteint de la vie d'Alzheimer. Et encore une fois, c'est une maladie que je connais bien, mon père en est mort, ma belle-mère en est morte. Et voilà, donc, vive cette loi, je souhaite qu'elle soit votée, je regrette comme vous pour des faits de loi différentes, mais pour moi, le combat continue, c'est un combat pour la vie et pour la liberté. Merci. En quelques mots, monsieur le député, qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que la liberté absolue, mais pourquoi est-ce que ça vous paraît peut-être nécessaire ou utile de maintenir des garde-fous pour des questions d'acceptabilité dans l'opinion publique, mais peut-être pas que, pour des questions de cadre, de cohésion sociétale? Alors, je vous parlais d'il y a 4 ans, jour pour jour, où je présentais ma proposition de loi.
et qui prévoyait que l'on puisse faire des directives anticipées. Et que, effectivement, dans le cadre des directives anticipées, si l'on était atteint d'une maladie comme Alzheimer, on puisse avoir dit avant ce que l'on souhaitait lorsqu'on ne serait plus en capacité de l'exprimer de façon libre, consciente, etc. C'est ce que j'ai défendu, c'était mon texte en 2021. Aujourd'hui, je suis rapporteur général d'un texte qui a été le fruit d'un long débat, qui était celui issu du projet de loi d'Emmanuel Macron, et qui demande explicitement qu'il y ait un consentement jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier instant, lorsque c'est un médecin ou un infirmier qui est chargé de faire le geste. Il y a l'auto-administration, ce qu'on appelle le suicide assisté, et puis la possibilité d'euthanasie. Ça n'était pas gagné, parce qu'au départ, le texte initial ne prévoyait que le suicide assisté, c'est-à-dire uniquement la possibilité pour un malade de faire le geste lui-même. Et je dois avouer que là, j'ai mené une bataille farouche pour dire mais vous ne pouvez pas créer une telle rupture d'égalité, puisque si vous ne permettez pas qu'au moins un professionnel de santé puisse faire le geste à la place du malade, vous empêchez un certain nombre de malades dans l'incapacité physique ou psychologique de faire le geste, de pouvoir accéder à ce droit. Après, moi je suis législateur. J'ai vraiment la détermination de faire en sorte que ce nouveau droit, que cette avancée, qui sera une avancée majeure, puisse être votée. Parce que je vous le dis aussi, j'ai affaire à une Assemblée nationale qui est ce qu'elle est. Qui, même après cette désastreuse dissolution, et si je dis désastreuse, c'est en rapport avec ce sujet, puisque lorsqu'il y a eu dissolution, nous étions en plein débat parlementaire. Nous étions à une semaine du vote final. Nous devions voter le 18 juin. La dissolution a été prononcée le 9 juin. Donc normalement, nous aurions dû avoir déjà un texte voté depuis 1 an. Et je pense qu'on serait au terme du processus parlementaire aujourd'hui. Pour autant, je vois quelle est cette assemblée, avec beaucoup plus de députés du Rassemblement national, par exemple. Et donc je vois la difficulté encore plus importante de faire passer un texte, et qui, d'ailleurs, pourrait être celui que je défendais il y a 4 ans. Donc voilà, je suis dans une situation où je dois être dans une position d'équilibre, et notamment vis-à-vis de députés qui étaient jusqu'alors très réticents, très réservés, parfois hostiles, et qu'il faut essayer de rassurer. Ce que j'ai essayé de faire avec mes collègues, c'est d'essayer de faire une synthèse des aspirations de la Convention citoyenne qui s'est exprimée il y a maintenant 2 ans et qui demandait à 76%, à l'image de toutes les enquêtes d'opinion, qui sont entre 75 et 90% d'adhésion, qui aspiraient justement à ce droit, à cette capacité de choisir. Et effectivement, M. Constant-Ville parlait de la possibilité de... Vous savez, on vit parfois des choses où il faut, et c'est ma nature heureusement, rester calme. Thomas, j'ai vu que vous aviez cité une phrase d'Anne Blair. Anne Blair, je l'ai très bien connue, parce qu'elle habitait dans mon département de la Charente-Maritime. Et dans la proposition de loi que j'ai défendue en 2021, une citation, il n'y avait qu'une citation, c'était un modèle issu de son livre « Le dernier été », je crois qu'il s'appelait. Et je fais un débat, je ne citerai pas l'éminente philosophe avec qui j'ai débattu en direct sur la chaîne parlementaire, et qui ont parlé d'Anne Blair, et qui me dit « Mais de toute façon, plutôt que de partir à l'étranger, elle pouvait sauter d'un pont. » Et cette dame-là avait fait devant moi profession d'humanisme, de charité chrétienne, de sollicitude, et me reprochait de vouloir inciter effectivement tous les vieux à vouloir se suicider. Et quand je lis hier dans le Figaro un avis d'éminents membres
dit d'éthique, comité d'éthique, et qui attaque les personnes qui partent à l'étranger en disant que c'est insupportable de voir cette héroïsation de ceux qui sont obligés de s'exiler. Ben, vous voyez, à un moment, le débat il nécessite de la décence, de la dignité. Et je dois vous dire que depuis la publication hier de cet article, je reçois des messages de familles qui sont indignés parce qu'il faut respecter avant tout, et vous l'avez dit, cette notion absolue de liberté. Et si je me suis engagé, et je vais conclure là-dessus, si je me suis engagé sur ce sujet assez jeune, ce n'est pas parce que j'ai été confronté, en tout cas dans un premier temps, par une situation personnelle, familiale, c'est que j'ai rencontré un homme, vous parliez de l'avortement, cet homme, c'était le sénateur Henri Caillavet, qui avait été rapporteur de la loi Veil au Sénat, qui avait déposé une proposition de loi sur l'aide à mourir en 1978, qui avait défendu la dépénalisation de l'homosexualité, le divorce par consentement mutuel, et qui m'avait dit au jeune blanc-bec que j'étais, jeune homme, la question de la fin de vie, c'est une question éminemment républicaine, et elle interroge nos 3 valeurs fondamentales, et elle interroge aussi le principe fondamental de laïcité, de liberté. Parce qu'aujourd'hui, comme pour la loi Veil, effectivement, et les parallèles sont nombreux, avons-nous la liberté de choisir, de disposer de notre corps, et donc de disposer de notre mort? Clandestinité, euthanasie clandestine, exil à l'étranger, ça me rappelle étrangement les faiseuses d'anges, ou les départs en Angleterre ou ailleurs, avant 1974. Égalité. Égalité entre ceux qui ont dans leur connaissance un médecin qui accepte de faire dans la clandestinité, un ami qui accepte d'aider au risque de se retrouver en cour d'assises. Je constate d'ailleurs que les cours d'assises, les jurys populaires ne condamnent plus. Un monsieur de 82 ans a été traîné devant la cour d'assises à Troyes il y a 3 mois. Il a aidé sa femme à mourir. Il a avoué, oui, je l'ai aidé à mourir, me le supplier. Il a été acquitté par le jury populaire. Comme dans les derniers mois avant la loi Veil, on a quitté dans les cours d'assises, et Gisèle Halimi en a été le témoin, des femmes qui avaient recours à l'avortement. Et enfin, fraternité, celle d'accompagner jusqu'au bout, selon la volonté du malade. Et laïcité. Et laïcité. La loi protège la foi, mais la foi ne fait pas la loi. Moi, en tant que député, j'ai invité des représentants des cultes, mais aussi des représentants des obédiences maçonniques, des philosophes, des professeurs d'éthique, etc. Mais il faut entendre les représentants des cultes. Et d'ailleurs, je note qu'il y a un fossé grandissant entre ce que l'on peut entendre des autorités religieuses, qu'elles soient catholiques, juives, musulmanes, et qui, à l'image de la citation du pape, qui d'ailleurs considère que l'avortement est un crime, et que l'euthanasie, par définition, l'est. Le président de la conférence des évêques m'a dit, monsieur le député, pour nous le suicide est un péché, comment voulez-vous qu'on accepte le suicide assisté? J'allais dire, tout est dit. Mais le delta, le fossé entre de nombreux croyants pratiquants qui vont à la messe le dimanche et qui sont imprégnés de cette foi, mais qui n'acceptent pas que quelques clergés que ce soit donnent des leçons de morale ou donnent des obligations de comportement, eh bien ça aujourd'hui ça ne fonctionne plus. Et je mesure bien finalement cette différence entre ce qu'étaient autrefois des prescripteurs d'opinion, qu'ils soient religieux ou politiques, et la population qui aujourd'hui, parce que sûrement il a fallu du temps pour en arriver là, est prête, je crois, à une grande loi républicaine. Comprennent les questions, il y a un micro qui va circuler dans la salle. À mon avis, elles sont assez nombreuses. Alors, essayons de poser des questions courtes, comme ça le plus de monde aura la parole. Je vous en prie.
Ma question va être courte, monsieur le député. Vous avez indiqué d'une part deux difficultés. D'abord, vous dites, vous regrettez que qu'il y ait deux textes de loi. Je voudrais savoir pourquoi. Moi, ça me paraît totalement différent. Et puisqu'il y a deux textes et qu'il y a des difficultés à l'Assemblée avec des changements dans sa composition, pourquoi pas un référendum sur ce deuxième texte, puisque le peuple serait souverain, et à ce moment-là, quelle que soit la composition future de l'Assemblée, la décision du peuple s'appliquerait. Merci. Merci. Alors, je vais répondre très rapidement et le plus précisément possible à vos deux questions. D'abord, moi je considère que la question des soins palliatifs et la question d'un nouveau droit, d'une aide active à mourir, sont intimement liées parce que on peut avoir, dans un premier temps, lorsqu'on est atteint d'une maladie grave, incurable, que l'on sait qu'on va mourir, qu'il y a une impasse thérapeutique, demander à pouvoir bénéficier d'un accompagnement en soins palliatifs. Et puis, il doit pouvoir y avoir un ultime recours si le malade considère qu'il ne souhaite plus rester en soins palliatifs ou parce qu'il n'a pas envie d'y aller. Mais les deux sujets, et d'ailleurs, il y a une séparation des deux textes parce qu'en fait, l'objectif, c'était quoi du Premier ministre? C'était que les députés se prononcent sur deux sujets différents et qu'ils puissent voter pour l'un sans être obligés de voter pour l'autre. J'en ai pris mon parti et j'allais dire, parce que j'ai toujours tendance à voir le verre, si j'ose dire, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ça donnerait une légitimité encore plus forte au texte s'il est voté comme je le souhaite, parce qu'on ne pourra pas dire « Ah oui, mais il y a des députés qui ont voté pour parce qu'ils voulaient les soins palliatifs et qu'ils étaient coincés, ils étaient pris au piège, etc. » Au moins, les choses seront claires. Mais je vraiment considère que moi je suis pour l'aide active à mourir, mais on oppose souvent, et malheureusement j'ai trop souvent affaire à une société, la société des soins palliatifs qui est très hostile à une aide active à mourir et qui, à mon sens, se sentent remis en cause à tort dans leur travail, parce que moi je suis le premier à dire que les soins palliatifs font un travail formidable, formidable. Ce sont des soignants de grande qualité, de grande humanité. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'ils contestent cette liberté aux citoyens de pouvoir accéder à ce droit. Mais moi, je suis un militant des soins palliatifs aussi. Je suis un militant de l'aide active à mourir, je suis un militant des soins palliatifs. Donc je considère vraiment que les deux sont un tout. Bon, dont acte, il y a deux textes. Et enfin, sur le référendum, c'est que c'est constitutionnellement impossible aujourd'hui, puisque les sujets dits sociétaux ne rentrent pas dans le champ de la Constitution, et donc il faudrait d'abord réformer la Constitution pour ensuite enclencher un référendum, et là, autant vous dire qu'on en prend pour des années et des années. Voilà. Madame, devant, je prends une question. Ah oui, c'était vous aussi, oui, une dame aussi devant. Allez-y, allez-y. Oui, j'aimerais m'adresser particulièrement à monsieur Thomas Misraki pour son acte d'amitié, son acte d'amour et de courage surtout, et son acte totalement transgressif. Et c'est la transgression qui fait avancer la loi. Je pense que son livre est un très grand pas par rapport au livre de Noël Châtelet qui est paru il y a peut-être 15-20 ans et qui s'appelait La dernière leçon, qui était le non-accompagnement. Elle parlait de sa souffrance, du non-accompagnement de sa mère qui avait décidé à l'âge de 90 ans de mettre fin à ses jours alors qu'elle n'était pas malade. Elle ne voulait pas vivre plus longtemps. Et Noël Châtelet a écrit ce livre en exprimant la douleur d'avoir laissé sa mère seule et d'avoir été obligée de le faire. Maintenant, est-ce que le livre de M. Misraki ne va pas faire symboliquement jurisprudence? Vous voulez répondre à ça? Espérons-le. Écoutez, il y a deux choses importantes quand même à dire. La première, c'est qu'il y a une grande différence entre ce qui se dessine sur un plan juridique et parlementaire et ce qui s'est passé ce soir-là.
Ce qu'il faudrait d'abord en France, c'est qu'on puisse accéder à cette possibilité, ce que vous disiez tout à l'heure, que les gens qui le souhaitent, qui sont dans une situation de maladie incurable, irréversible, puissent décider de leur mort. J'ai beaucoup aimé une citation qui était sur l'écran derrière nous tout à l'heure, qui disait « À qui appartient ma vie ?» Voilà. Je crois que ça doit être le guide de cette loi. Voilà, on doit pouvoir décider. Après, ce que Jacqueline a décidé de faire, c'est autre chose. Et on n'y est pas encore. Mais c'est vrai que la liberté absolue est quelque chose qu'il faudra à un moment dans notre société, dans nos sociétés débattre. Mais chaque chose en son temps. Vous voyez la complexité de ce que vient de nous expliquer monsieur le député. Si déjà dans les mois ou les années qui viennent, on pouvait avoir ce premier pas, ce serait formidable. Et il ne faut pas confondre les deux. Certaines personnes en faveur de cette loi étaient choquées par ce livre parce qu'elles disaient en fait ça va nous causer du tort. Parce que ce livre expose un point de vue qui est radical, qui était celui de Jacqueline, et que ce point de vue va alimenter ceux qui s'opposent à un texte de loi, ou à des textes de loi maintenant, en faveur de l'euthanasie ou du suicide assisté. Donc voilà, je ne sais pas ce que ce livre, quel impact il aura. Si déjà, écoutez, vous avez eu plaisir à lire, c'est formidable. Et pour le reste, on verra bien ce qui se passe plus tard. Merci. Est-ce que, finalement aussi, ça pose cette question-là, on a du mal à penser la mort dans notre société? Moi, je ne crois pas. Ce que j'ai dit à tous les ministres qui m'ont invité à leur parler de ça, c'est que le problème théorique est d'une simplicité totale. Tous les philosophes non religieux sont d'accord pour dire qu'on a le droit de se suicider. Et donc, c'est dit aux différents ministres, c'est plus le moment de faire de la métaphysique ni de la philosophie, c'est le moment de prendre une décision. La loi Veil est une loi emblématique qui ne dit rien sur le problème moral de l'avortement. Certains pensent que l'avortement est un péché, comme disent les catholiques, ils ont le droit de le penser. Simplement, l'État n'a pas à rentrer dans ces débats-là. L'État n'est pas là pour dire le bien et le mal, il est là pour dire le légal et l'illégal. Et donc, arrêtons avec ces débats de métaphysique. Deuxième remarque, rapidement. Autre cas emblématique, le jeune Vincent Humbert. C'est là qu'on a commencé à parler beaucoup d'euthanasie. 20 ans, accident de moto. Le voilà tétraplégique, paralysé des 4 membres, muet et aveugle. Je me souviens, il ne pouvait plus s'exprimer qu'en bougeant le pouce de l'une des 2 mains. C'est comme ça qu'il arrivait avec les alphabets à supplier sa mère de l'aider à mourir. Sa mère a accepté, il est mort, il y a eu un procès. Bon. Vous connaissez l'histoire. Sauf que le jeune Vincent Humbert n'était pas en fin de vie. 20 ans, il avait devant lui 70 ans d'espérance de vie. En toute rigueur, il n'était même pas malade. Il était simplement terriblement handicapé. S'il avait voulu vivre, il va de soi qu'il fallait lui donner les moyens de vivre le mieux possible. Mais s'il décide d'en mourir, s'il décide de mourir, pourquoi diable est-ce que sa mère et son médecin n'auraient pas le droit de l'aider à mourir? Moi, j'aurais fait comme la mère de Vincent Humbert, si avait été mon fils, j'aurais aidé mon fils à mourir dans la même situation. Pourquoi est-ce qu'on nous l'interdit? Dernière remarque, il n'y a pas de liberté absolue. Le jeune de 18 ans qui a un chagrin d'amour, qui va voir son médecin en disant « je veux plus vivre, aidez-moi à mourir », aucun médecin digne de ce nom ne lui fera l'ordonnance d'un produit létal. Le vieil homme de 73 ans que je suis tombe, qui fait une dépression, ça peut m'arriver, qui supplie son médecin de l'aider à mourir. Si le médecin accepte, c'est un mauvais médecin. La dépression, c'est une maladie, ça se soigne. Et donc, on ne peut pas non plus exiger une liberté absolue de mourir. Ça, je reprends sur ce mot. Je ne crois pas à l'absolu. Hein. Toute liberté est relative par définition. Et donc, il faudra bien que la loi rentre dans des détails. C'est bien plus compliqué. Alors, encore une fois, votons vite cette loi sur la fin de vie, sur les maladies incurables en phase terminale. Il faut le faire, vous avez bien raison. Ce que je dis, moi, c'est que le combat continuera ensuite pour plus de liberté. Mais ça ne sera jamais une liberté absolue parce qu'il faut protéger les jeunes qui font une dépression, qui font un chagrin d'amour, les adultes et même les vieux qui font une dépression. La dépression est une maladie, ça se soigne.
Et donc, il faudra rentrer forcément dans les détails. Il faudra une loi plus généreuse que la loi Falorni, mais qui ne sera pas un droit absolu à mourir. Ça me paraît exclu. Et je crois que la question d'âge se pose. C'est-à-dire que de quel droit est-ce qu'on empêcherait un homme ou une femme de 92 ans de mourir s'il le décide? De quel droit est-ce que son jeune médecin de 40 ans dit vous avez tort, madame? Et on pourrait imaginer qu'au-delà d'un certain âge, on ait le droit que la liberté-là devienne absolue, mais sous réserve d'une limite d'âge, par exemple. Ou bien, quand vous entrez quand vous êtes en état de dépendance, vous n'avez plus le choix entre l'EHPAD et l'hôpital, on pourrait envisager un autre choix. Là, vous avez le droit, si vous préférez, de demander à votre médecin de vous fournir l'ordonnance létale. Enfin, dernière remarque, vous avez bien sûr raison, il faut tout faire pour privilégier le suicide assisté, où le patient prend lui-même le produit létal, plutôt que l'euthanasie, où là c'est le médecin qui pousse la seringue, comme ils disent souvent, et c'est vrai qu'aucun médecin n'a envie de ça, mais il y a quelques cas, vous avez raison monsieur le député, il y a quelques cas où le patient ne peut pas, s'il est paralysé exactement, ne peut pas prendre le produit létal et l'avaler, il ne peut pas actionner la pompe avec la perfusion, donc il y aura quelques cas, mais très peu nombreux, où le suicide assisté étant impossible, il faudra autoriser aussi l'euthanasie. Sous réserve, dernière remarque, évidemment qu'il y aura une clause de conscience, comme il y a eu pour la loi Veil. Aucun médecin n'est obligé de pratiquer un avortement si c'est contraire à ses valeurs morales ou religieuses. Il en ira bien sûr de même pour l'euthanasie. Aucun médecin, aucun soignant ne sera obligé de pratiquer une euthanasie si c'est contraire à ses valeurs morales ou religieuses. Et donc c'est une loi de liberté et une loi de laïcité que nous demandons. Merci. Je vous propose qu'on prenne encore une ou deux questions et puis ensuite on libérera nos intervenants et puis C'est juste pour vous dire que je trouve votre pièce très romantique et qui est à l'opposé de ce qui se passe dans la réalité que j'ai vécu il y a très peu de temps. J'ai accompagné ma meilleure amie, un être très très cher, qui a essayé de se suicider une première fois et malheureusement on l'a rattrapée contre son gré. Elle avait à côté d'elle un écrit comme ça, ne pas me ranimer. Elle est aboutie dans les soins intensifs à l'hôpital pour le ranimer. Et elle était dans un état absolument épouvantable. Elle était vraiment, et on a dit qu'elle n'était pas en fin de vie, alors qu'elle n'est plus que de l'os et de chair. Elle souffrait affreusement depuis des mois. Elle prenait des doses massives de morphine et d'autres médicaments. Et puis, elle est rentrée chez elle, finalement, parce que j'ai tout essayé, parce qu'à l'hôpital, on voulait absolument la garder. Et donc, j'ai accompagné mon amie, j'ai aidé à mourir, dans ce sens que je suis restée avec elle, parce qu'elle avait de nouveau une peur bleue, qu'on vienne de nouveau la réanimer, etc. Seulement, elle n'avait pas les bons médicaments, elle avait avalé du Gardenal, sans doute pas suffisamment, et je l'ai accompagnée 2 jours. Je pensais qu'elle allait mourir très très vite. 2 jours, 2 nuits et 1 jour, et elle était toujours, elle respirait toujours, de manière vraiment comme quelqu'un qui agonise. Et puis finalement, parce que des médecins, deux amis médecins m'ont dit tu ne peux pas la laisser comme ça, mourir, déshydratée, etc., etc. Et malheureusement, je dis malheureusement, j'ai cédé et j'ai appelé les pompiers qui voulaient de nouveau la réanimer et qui étaient sur le point de nouveau de vouloir la réanimer. Et je suis arrivée. Pardon? Ben, c'est pas une question, excusez-moi, mais je raconte quelque chose qui peut peut-être intéresser toute la santé.
Non, mais votre témoignage est précieux et Pardon, madame. on entend. D'abord, je suis désolé pour vous et pour votre ami. Je n'ose même pas imaginer ce que vous avez pu vivre. Deuxièmement, sur ce texte, pardonnez-moi, il n'y a absolument rien de romantique, comme vous l'avez vécu, perdre une amie. Si j'ai perdu une amie, même si la soirée s'est déroulée de manière très différente. Voilà, je suis navré pour vous, encore une fois, pour votre ami, mais la perte de quelqu'un qu'on aime, c'est jamais vraiment romantique. Pardon d'avoir interrompu là, sur le dialogue. Juste une question brève. Est-ce qu'il a été très compliqué pour votre ami de trouver des produits adéquats? Écoutez, c'est une question qu'on me pose souvent et ma réponse, elle est très simple. On avait discuté de ça depuis des années, donc je savais, j'imaginais bien qu'elle avait ce produit-là. Je ne l'ai pas vu, ce produit, jusque ce soir-là. Donc elle l'a sorti ce soir-là. Je sais qu'il était caché chez elle. Ce qui s'est passé, je l'ai écrit dans le livre, c'est qu'elle m'a demandé si ce type de produit se périmait, parce qu'elle l'avait depuis 10 ans. Ce qui a évidemment créé une petite inquiétude chez moi en me disant, pareillement que pour vous, madame, si jamais ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui peut se passer? Dans quel état elle peut se retrouver? Qu'est-ce que je fais si ça se passe mal? Donc voilà, donc je ne sais pas où elle s'est procuré ce produit-là. Je sais simplement qu'elle l'avait ce soir-là, je sais simplement qu'elle l'a préparé pour moi, qu'elle a ingurgité, que tout s'est passé comme elle m'avait dit que ça se passerait, et que ça a été un soulagement énorme parce que je n'ai pas eu à vivre ce que vous, malheureusement, vous avez dû subir. Oui. D'où l'importance d'un cadre légal qui élimine. C'est capital pour les familles, pour ceux qui désirent évidemment mettre fin à leur jour, pour les soignants. Et puis comme vous l'avez dit très justement, quand je parlais de liberté absolue tout à l'heure, c'est la liberté de pouvoir choisir sa mort dans un cadre. Je crois que le mot-clé là-dedans, c'est la dignité. Voilà, effectivement, je vais sauter du 5e étage, mais voilà, il n'y a évidemment pas de liberté absolue. Il faut encadrer tout cela, ça c'est capital pour que ça se passe bien, pour protéger tout le monde. Et ça, c'est sur vous qu'on prend tout ça. On ne peut pas laisser ce type de décision comme ça au-delà de chacun. Merci beaucoup. L'illustration de la question de l'âge est décisive. Si votre ami avait eu, mettons, 38 ans, d'évidence, votre attitude aurait été différente. Elle avait 77 ans, vous voyez, donc il y a un moment, ce qu'elle refuse, c'est l'extrême vieillesse, une forme de déchéance, de perte de capacité, tout ça tout à fait estimable, vous voyez, mais elle aurait eu 30 ans de moins, la question se posait différemment, et c'est pour ça qu'il faudra en effet rentrer dans les détails. Merci beaucoup, merci à tous.